Margot Beauchamp, alors coordinatrice jusqu'à il y a très peu de temps du groupement d'intérêt scientifique Marsouin. Marsouin, ça veut dire mot armoricain de recherche sur la société de l'information et les usages d'Internet, qui existe depuis fort longtemps, donc qui a été créé en 2002 à l'initiative du Conseil régional de Bretagne et qui fédère des chercheurs en sciences humaines et sociales qui travaillent sur les usages des technologies de l'information et de la communication. Et les thèmes de recherche de Margot portent sur les usages donc du numérique et les non-usages du numérique, et dans leur dimension spatiale, des inégalités sociales, sur la politique de la ville et les politiques numériques. J'ai bien résumé ? Très bien résumé. Merci, effectivement, je vais peut-être prendre... j'avais effectivement prévu de présenter Marsouin très rapidement, mais plus généralement, l'idée, c'était la commande qui avait été faite, c'était celle de parler de territoire et numérique, de la dimension effectivement spatiale du numérique, et c'était effectivement là ce qui était au cœur, moi, des questions que je me pose sur est-ce que le numérique, est-ce qu'Internet, le numérique en général, change la manière dont les inégalités sociales se structure dans l'espace et dans la manière, justement, le rôle que l'espace joue dans le maintien et même la structuration des inégalités sociales. Donc, en gros, je vais un peu revenir sur déjà ce que c'est que, pourquoi l'espace joue un rôle en termes d'inégalités sociales, et est-ce que vraiment Internet peut constituer une sorte de coup de pied, pour reprendre le titre de ma présentation, un coup de pied dans la fourmilière de cette dimension spatiale des inégalités sociales. Alors juste, j'essaie de comprendre comment c'est celui-là, d'accord. Donc oui, un mot pour parler de Marsouin. Donc c'est effectivement ce réseau rassemble à peu près 200 chercheurs en Bretagne et maintenant Pays de Loire donc en sciences sociales s'intéressant aux usages numériques. Il est aussi constitué d'un observatoire des usages numériques qui en lien avec les chercheurs, élabore des enquêtes qualitatives et quantitatives. Et je vais notamment je ferai en aparté je m'appuierai sur quelques enquêtes, surtout une enquête qui a été évoquée tout à l'heure, l'enquête Capacity qu'on a menée l'an dernier, justement, et qui parle aussi des inégalités numériques là-dessus. Donc, un mot, pour poser un peu les termes du débat sur le rôle de l'espace dans la structuration des inégalités sociales. C'est important pour comprendre en quoi Internet peut changer ça. Donc, l'idée que l'espace joue un rôle dans la structuration, le maintien des inégalités sociales, c'est une idée qui est ancienne, qui est un débat qui a cours en géographie depuis plusieurs décennies, et plus généralement en sciences sociales. Il y a plusieurs idées qui matérialise un peu plusieurs thèses qui matérialisent un peu cette idée. Par exemple, la thèse du spatial mismatch, qui est l'idée qu'il y aurait une déconnexion spatiale. Donc, c'est une traduction possible de ce spatial mismatch. En gros, une grande distance entre les personnes peu qualifiées et les emplois qu'elles sont susceptibles d'obtenir. Mais c'est aussi, on peut appliquer ça, cette idée d'une déconnexion spatiale entre les personnes éloignés de l'emploi ou en situation de fragilité sociale, avec tout un ensemble de ressources. Puisqu'on sait qu'effectivement, les groupes sociaux sont inégalement répartis dans l'espace et qu'elles ont plus de chances d'être éloignés des services, des emplois, des services et de services marchands ou publics. Un autre débat qui matérialise cette idée que l'espace peut jouer un rôle dans les inégalités sociales, c'est le débat autour des effets de quartier, avec l'idée que la concentration de la pauvreté dans certains quartiers redouble les effets propres de la pauvreté. C'est-à-dire qu'on, d'une part, on sait que quand on est en situation de pauvreté, on a des difficultés à se positionner dans l'espace social, à trouver de l'emploi, etc. Mais la concentration même d'une grande partie de la population, d'une grande partie des pauvres dans un même quartier pourrait redoubler ces effets-là. Donc c'est avec des débats, donc bien sûr qui peuvent être assez virulents, avec des pour et des contre, néanmoins quelque chose qui agite beaucoup les sciences sociales. L'idée, effectivement, c'est qu'on a des différences aussi qui sont liées dans les pratiques de mobilité, puisque les personnes les plus pauvres ont aussi une mobilité qui est entravée, donc qui
une mobilité entravée par toute une série d'effets, que ce soit le coût de la mobilité, des compétences. En termes de mobilité, ce qu'un sociologue, Vincent Kaufmann, appelle la motilité, c'est-à-dire la capacité à se déployer dans l'espace, et qui donc joue aussi dans la capacité à accéder à certaines ressources, et donc, là aussi, peut expliquer le rôle de l'espace dans le maintien des inégalités sociales. Il y a aussi l'idée que la variété des lieux, ça joue, cette faiblesse de la mobilité joue aussi sur la capacité à s'approprier un certain nombre de lieux. Et donc, du coup, c'est-à-dire que les populations les plus favorisées dans l'espace social, eh bien, sont aussi les plus favorisées en termes de mobilité et de capacité à s'approprier des lieux, à connaître des lieux, à être à l'aise dans ces lieux, à s'y rendre, etc., et à accéder aux ressources que ces lieux offrent. Et donc, tous ces débats sur le rôle de l'espace dans la structuration des inégalités sociales ont aussi des incidences en termes de politique, de débats politiques sur les politiques publiques de mixité sociale, qui peuvent être parfois contre-productifs, comme ont pu aussi le montrer certains travaux, même s'il y a aussi des effets particulièrement... Il y a des différentes, en fonction des contextes et des modalités de mise en place de ces politiques publiques de mixité sociale, elles sont plus ou moins réussies en termes de réduction des inégalités sociales dans l'espace. Et puis il y a aussi effectivement tout le débat autour des stratégies individuelles et collectives pour contrer les effets négatifs de la ségrégation spatiale. Donc tout ça pour vous montrer qu'effectivement c'est un débat qui est riche en termes de sciences sociales et un champ de recherche qui est toujours ouvert, avec finalement une seule certitude, c'est que l'espace compte en termes de structuration des inégalités sociales. Il agit, même s'il n'agit pas seul. C'est-à-dire qu'il y a plein d'autres dimensions sociales qui agissent dans le maintien des inégalités sociales. Je voudrais expliciter l'une des approches que j'ai privilégiées justement pour aborder cette question du maintien, du rôle de l'espace dans la structuration et le maintien des inégalités sociales. C'est l'approche par l'accessibilité aux ressources sociales. Alors, quand je parle ici d'accessibilité, elle est envisagée du point de vue des individus et non pas des lieux. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de qualifier un niveau d'accessibilité des lieux, mais un niveau d'accessibilité pour des groupes sociaux, pour des individus, à un ensemble de ressources sociales. Et donc ces ressources sociales, ce sont l'ensemble, c'est un terme assez large pour désigner l'ensemble des éléments matériels, immatériels, mobiles ou immobiles, que peuvent mobiliser les individus en vue d'acquérir ou de maintenir une position dans l'espace social. Alors du coup, pour vous le dire en termes très concrets, c'est un emploi, un logement, l'accès à l'éducation, l'accès à l'information, des ressources culturelles, des loisirs, des ressources de santé, que ce soit l'accès à des médecins, à des médicaments, etc. Et plus généralement, tout service marchand ou non marchand. Mais c'est aussi le réseau social, le réseau familial, les commerces, etc. Donc c'est tout. Vous voyez que c'est très large. L'idée, c'est qu'effectivement, la distance, en fait, la distance à ces ressources-là, elle est plus ou moins grande selon les groupes sociaux et les individus. Et aborder la question de l'accessibilité, aborder la question du rôle de l'espace dans le maintien des inégalités sociales à travers la question de l'accessibilité aux ressources sociales, ça permet plusieurs choses. D'une part, ça permet d'intégrer dans cette question de la mobilisation des ressources d'autres moyens que la mobilité, et notamment la télécommunication, puisqu'il ne s'agit pas de qualifier des lieux, mais de la manière dont les gens accèdent à ces ressources. Et donc on peut se dire que la télécommunication transforme radicalement la manière d'accéder à des ressources sociales. Ça permet aussi d'intégrer les multiples dimensions de l'accessibilité, c'est-à-dire pas seulement la question de la distance kilométrique, pas seulement le système de transport qui permet d'accéder à des ressources, mais toutes les dimensions individuelles que sont le fait qu'il y a un coût économique à fournir pour accéder à une ressource, qu'il y a
la perception même de l'effort à fournir peut être différente d'un individu à l'autre. Les compétences qu'ils peuvent mobiliser pour les acquérir sont aussi différentes, et le temps disponible pour les acquérir, la connaissance aussi qu'on en a de ces ressources varie d'un individu à l'autre, et donc ça permet effectivement d'intégrer toutes ces dimensions pour voir pour quels groupes sociaux il est plus ou moins facile d'accéder à ces ressources. Et enfin, c'est intéressant aussi parce que ça permet d'élargir aux espaces ruraux une question de recherche qui est souvent centrée sur les espaces urbains. Puisqu'à travers les exemples que je vous ai donnés, les effets de quartier, le spatial mismatch, mais on peut aussi l'étendre à des espaces, à l'ensemble des territoires. Alors, la question effectivement qui est posée là, c'est est-ce qu'Internet est de nature à modifier le rôle de l'espace dans la structuration sociale ? On pourrait se dire qu'effectivement, avec l'importance croissante des ressources sociales immatérielles dans la société contemporaine, on a finalement des possibilités d'accès à tout un tas de ressources fondamentales qui changent finalement qui pourrait même, avec le fait que Internet est un réseau à partir duquel on peut de n'importe quel point accéder à toutes les ressources numériques, en tout cas de manière potentielle, Internet pourrait ici là, réaliser un idéal d'isotropie, pour le dire avec un terme un peu savant, en gros pour dire quelque chose, l'idée qu'il y aurait avec Internet une sorte d'absence d'hétérogénéité entre les lieux, hétérogénéité qui est au fondement même en fait, de la géographie, de l'analyse de l'espace, puisqu'on sait justement que c'est ça qui est intéressant, c'est de voir ce qui différencie un lieu d'un autre, et de se dire que finalement avec Internet, on aplanit ces différences-là, puisque depuis n'importe quel lieu, on peut potentiellement accéder à toutes ces ressources numériques. Des ressources informationnelles qui sont bien sûr moins soumises aux contraintes spatiales et plus facilement communicables à distance. Et donc, là aussi, la télécommunication, finalement, serait une réponse au problème de la distance étant le principal obstacle à l'interaction sociale. Et donc, on a l'idée qu'il a le potentiel d'une en fait, révolutionnaire d'Internet en termes de possibilité de modifier radicalement les inégalités sociales liées aux différences, aux inégalités spatiales. Alors, pour répondre à cette question pour essayer de répondre à cette question, Internet modifie-t-il le rôle de l'espace dans la structuration sociale ? Je vais juste m'appuyer sur deux terrains. Je vais aller très rapidement, mais avec l'idée que on m'appuie sur deux terrains qui sont très différents. L'un, alors, qui est déjà ancien, qui est un terrain en zone urbaine réalisé en 2011 dans deux quartiers en zone prioritaire de l'agglomération de Saint-Étienne, l'un central, l'autre périphérique, et un terrain rural réalisé en 2016 dans une petite commune rurale de Bretagne, du centre de la Bretagne, donc un territoire assez éloigné des centres urbains, une petite commune de 300 habitants, avec justement cette question-là est-ce qu'Internet transforme radicalement les modes d'accès aux ressources sociales ? Donc, quelques mots sur le terrain stéphanois. Donc, ce sont deux terrains qui ont été réalisés avec des méthodes qualitatives. C'était à la fois des entretiens, l'observation participante. Donc, sur le terrain stéphanois, ce sont deux quartiers qui ont été... deux quartiers sur lesquels j'ai enquêté, qui sont deux quartiers dits prioritaires, c'est-à-dire éligibles à la politique de la ville, donc des quartiers dits sensibles. L'un en centre-ville, même dans l'hypercentre de Saint-Étienne, l'autre éloigné du centre-ville, avec des grandes difficultés d'accès au centre-ville, et puis de très peu d'équipements sur place. Avec la question qui était, est-ce qu'Internet peut tempérer dans les quartiers périphériques la difficulté d'accès aux ressources urbaines ? C'est une des questions. Et l'autre question était, quelles sont les manières de faire sans Internet pour les personnes en situation de disqualification sociale dans un contexte de dépendance, alors le mot numérique a sauté, mais de dépendance numérique. L'idée, c'est que la dépendance numérique, c'est l'idée que finalement, on est dans une société où tous les services, qu'ils soient marchands ou non marchands, sont reconfigurés pour se conformer à des
citoyens, ou des usagers ou des clients dont on suppose qu'ils sont internautes. Et donc, effectivement, dans cette situation-là, dans une configuration sociale telle, comment fait-on quand on est qu'on n'utilise pas, pour une raison ou pour une autre, Internet, et notamment pour des raisons, non pas par choix, mais parce que pour tout un tas de difficultés sociales. Alors, je vais aller assez rapidement, mais l'idée, c'était déjà de vous dire que finalement, c'est assez déceptif en termes de capacité d'Internet à planir des différences spatiales. On n'a pas de différence observée entre les deux quartiers concernant le niveau de recours à Internet pour accéder aux ressources sociales et urbaines. Et une des explications qu'on peut voir pour expliquer cette absence de différence, c'est que Internet ne propose pas seulement un substitut à la mobilité pour accéder à des ressources pour accéder à des ressources pour lesquelles avant il fallait faire un déplacement, et il était inévitable, mais ça permet aussi, et peut-être surtout, d'accéder à un certain nombre de ressources qui étaient tout simplement soit indisponibles auparavant, soit au prix d'efforts tels que le renoncement était l'issue la plus fréquente pour des personnes en situation de disqualification sociale. Alors là, je pense notamment à des informations culturelles, scientifiques, ou même ça peut être le maintien de certaines relations amicales ou non, de type lien faible, c'est-à-dire des gens qu'on ne va pas voir, qui ne font pas partie de notre entourage immédiat, mais qu'on a connus, et avec qui, avec Internet, on peut maintenir le lien. Sans Internet, ça devient beaucoup plus compliqué. Et donc, pour ce type de ressources-là, finalement, dans les deux quartiers, en tout cas, le degré d'urbanité ne semble pas une variable pertinente pour expliquer le besoin ou non d'accéder à Internet. On trouve dans les deux quartiers autant de personnes, dans des situations sociales comparables, des personnes qui renoncent ou pas, autant de personnes qui renoncent que de personnes qui ne renoncent pas à accéder à ces ressources sur Internet. En ce qui concerne les manières de faire sans Internet, dans les deux quartiers, on pouvait observer effectivement un recours au réseau social, au réseau familial, à l'aide sociale institutionnalisée de type travailleurs sociaux, etc., pour justement pallier à la difficulté d'accéder à certaines ressources qui nécessitent l'usage d'Internet, mais aussi beaucoup un recours aux ressources locales, c'est-à-dire les centres sociaux, qui supposaient un certain nombre de déplacements pour pallier à l'absence d'usage d'Internet, c'est-à-dire on va se rendre, plutôt que d'utiliser Internet, on va se rendre dans tel petit service de quartier où on sait qu'on va pouvoir être aidé, avec aussi ça induit aussi des difficultés de type, j'ai pas pu regarder si les horaires d'ouverture de ce centre-là étaient ouverts, donc je faisais beaucoup de déplacements inutiles, etc. Donc ça redouble aussi les difficultés d'accès à certaines ressources, que ce soit notamment en termes de recours au droit, donc ça peut aussi augmenter le niveau de non-recours à des droits de type aide CAF ou autre. Et donc, finalement, ce que ce premier terrain permettait de valider, et ce qui est ensuite validé par tout un tas d'autres travaux, c'est qu'effectivement, on observe une disqualification sociale accentuée pour ceux qui n'utilisent pas Internet, et tout se passe en fait comme si la frange de la population la plus démunie et pour laquelle Internet pourrait justement renforcer les capacités d'agir, ne tirait pas autant d'avantages de cette opportunité que les personnes les mieux placées dans l'espace social. Et ça rejoint tout à fait une enquête qu'on a menée l'an dernier. Je vous ai parlé de l'enquête Capacity, une enquête nationale, une enquête quantitative au cours de laquelle on a la question qu'on se posait, c'était, donc elle a été menée auprès de un échantillon de 2000 personnes représentatives de la population française de plus de 18 ans, avec la question principale qui était à qui profite le plus l'usage d'Internet, quels groupes sociaux bénéficient davantage de leur usage d'Internet, et là-dessus on avait des résultats qui étaient
qui était assez alarmant en termes de creusement des inégalités, puisque c'est dans le cadre d'un projet de recherche qui justement essayait de répondre à cette question que tu posais tout à l'heure. Est-ce qu'Internet renforce les inégalités sociales ou est-ce que ça peut justement outiller les personnes les plus faibles? Alors, je reviens d'abord sur les résultats de l'enquête quantitative pour ensuite nuancer aussi. En termes de résultats quantitatifs, ce que l'enquête a montré, c'était que sur tout un tas de types d'usages et de dimensions de la vie sociale, finalement, ceux qui tiraient le plus avantage de leur usage d'Internet étaient ceux qui en avaient le moins besoin. Alors, quelques exemples. En termes d'apprentissage, on a essayé de poser la question à qui utilise Internet pour apprendre, alors que ce soit, il y a plusieurs formes de types d'apprentissage formel, de type je suis un cours en ligne, etc. Alors là, c'était très clair que les plus diplômés étaient ceux qui suivaient le plus de cours en ligne, mais même sur les apprentissages de type informel, donc que ce soit suivre un blog, suivre un tutoriel, apprendre à faire certaines choses par Internet, suivre un sujet qui m'intéresse, et donc des usages qui sont moins liés à l'univers scolaire, et bien même sur ces usages-là, les plus diplômés étaient ceux qui avaient le plus d'usages de ce type-là en termes d'élargissement de l'accès au savoir, au savoir-faire, etc. Un autre exemple, c'est celui du pouvoir d'achat. On aurait pu se dire qu'avec Internet et les plateformes d'économie collaborative qui permettent, ou Le Bon Coin, etc., Airbnb qui permet de faire un peu d'argent éventuellement en louant une chambre, son loyer, etc., on aurait pu se dire que ceux qui augmenter le plus leur pouvoir d'achat par leur usage d'Internet étaient justement ceux dont les foyers pour lesquels quelques ventes, etc., le fait de faire quelques économies en achetant en ligne plutôt qu'en se déplaçant dans les magasins, aurait pu faire une grande différence. Mais finalement, non, ce n'est pas ceux-là qui tirent le plus d'avantages en termes de pouvoir d'achat, ce sont ceux qui ont les revenus les plus élevés. Donc, ceci dit, le projet de recherche Capacity s'intéressait aussi, l'idée c'était aussi de voir non seulement quelles étaient ces grandes, quelles étaient en termes statistiques, mais c'était aussi en s'appuyer sur des recherches plus qualitatives pour voir dans quelles conditions les usages numériques et l'accompagnement aux usages numériques pouvaient tendre vers une appropriation, disons, au bénéfice d'un plus grand pouvoir d'agir des personnes les plus faibles, les plus défavorisées. Et de ce point de vue-là, il y a un certain nombre quand même de situations dans lesquelles on a pu voir que l'existence d'espaces de proximité dans lesquels les personnes sont accompagnées vers des usages numériques pouvait amener vers une augmentation, une revalorisation de l'estime de soi, vers une participation citoyenne plus facilitée pour des personnes justement éloignées du débat public. Et ça, il y a notamment, je vous renvoie aussi à tout ce qui se fait à Brest, qui peut être très intéressant pour vous qui vous intéressez, qui allez vous intéresser justement aux formes aux possibilités effectivement de créer des lieux visant à lutter contre les inégalités numériques. Il y a effectivement tout un ensemble de lieux. On s'est intéressé en particulier à Brest parce qu'il y a une politique de médiation numérique qui est en place depuis 20 ans et qui a pour particularité de s'appuyer sur des structures déjà en place qui n'ont absolument pas pour disons, mission première de œuvrer pour lutter contre la fracture numérique, mais qui exercent des actions dans des champs sociaux, citoyens, etc., en proximité avec les habitants. Donc ça peut être des centres sociaux, parfois même des bains-douches, qui ont pour vocation d'accéder, de donner accès à des bains aux personnes à la rue, etc. Donc tout un ensemble de lieux dans lesquels qu'on va accompagner parce qu'on sait qu'il s'appuie justement sur un lien de confiance
construit avec les habitants sur le long terme, et que c'est dans ces lieux-là qu'on va trouver, qu'on va justement pouvoir identifier, comme vous le disiez tout à l'heure, la question de l'identification des personnes en difficulté, en précarité numérique. Bien c'est là aussi qu'on peut les retrouver, c'est dans les lieux où se trouvent, où se construisent, que ce soit dans les lieux municipaux ou associatifs, où se construisent justement cet accompagnement social au quotidien, et dans lesquels lieux qu'on va aider à faire de la médiation numérique, avec tout un tas de dispositifs que vous pouvez aller voir. Il y a plusieurs ressources concernant cette ville de Brest. Mais au-delà de ça, sur le site de Marsouin, vous pouvez aussi aller voir tous les travaux qui ont été menés concernant les espaces publics numériques et leur rôle justement dans l'appropriation pour tous du numérique, le lien social, l'accès à la citoyenneté. Donc il y a tout un tas de ressources qui sont intéressantes si justement on veut s'intéresser à qu'est-ce que c'est que ces objets, les lieux de médiation numérique dans le cadre du concours Minimouse, ça peut être intéressant. Je vais certainement pas avoir le temps de parler beaucoup du deuxième terrain, mais vous m'arrêtez si je continue un peu. 3 ou 5 minutes. D'accord, ok. Donc, le deuxième terrain, il s'agit d'une monographie d'une petite commune bretonne donc de 300 habitants, choisie justement parce qu'elle est située hors de l'influence des aires urbaines, selon le zonage de l'INSEE de 2010, avec quelques ressources, une mairie, une école, un resto-bar, des associations, beaucoup d'associations pour une si petite commune, dont une maison d'assistante maternelle, une bibliothèque associative et quelques emplois dans l'agriculture, des emplois liés à la mairie, à l'école, aux assistantes maternelles et des travailleurs indépendants. L'idée, c'était auprès de ces habitants-là d'essayer de voir comment de lire à travers tout un ensemble dans des entretiens qui s'intéressaient aux trajectoires résidentielles, aux trajectoires vers l'emploi, etc., et les trajectoires d'appropriation du numérique, comment justement on accédait aux ressources sociales et quel rôle pouvait jouer le numérique dans l'accès à des ressources sociales. On n'avait pas défini préalablement ces ressources sociales, on partait de l'idée que c'était aux gens de nous dire quelles étaient pour eux les ressources les plus importantes, même s'il y avait quelques ressources structurelles comme le logement et l'emploi pour lesquelles on leur demandait explicitement de nous dire comment ils les avaient trouvées et est-ce que le numérique a pu jouer pour y accéder. Et c'était donc l'idée, c'était de partir de cette dimension structurante des trajectoires pour analyser le rôle des pratiques numériques dans l'accès aux ressources urbaines. Alors, je vais juste... l'idée, c'était de partir de quelques portraits pour m'appuyer sur... on va voir justement comment Internet peut ou non élargir les possibles en milieu rural. Alors, je ne vais pas avoir le temps de parler des 4 portraits. Je vais peut-être me focaliser sur 2 portraits. Alors, d'une part, une personne, une jeune femme... de 31 ans, mariée, avec 2 enfants, qui a grandi dans la commune, avec une trajectoire scolaire et professionnelle qui a occasionné une grande mobilité résidentielle, donc avec du coup une ouverture plus grande, des sociabilités plus élargies, et une appropriation du numérique en autodidacte, qui lui a permis une réorientation professionnelle, sachant qu'elle était travaillée auparavant dans la restauration, et qu'elle a pu, grâce au numérique, implanter son activité sur cette petite commune rurale, en faisant, alors en l'occurrence, c'était de la papeterie, donc quelque chose où elle ne côtoie ses clients que par téléphone et mail, et elle n'a pas, donc elle peut le faire de n'importe où, et notamment, y compris de cette petite commune rurale, donc un choix professionnel qui lui permet cet ancrage dans la commune qui était au cœur de son projet de vie, une liberté dans l'organisation de son temps, et qui suppose aussi une forte visibilité sur les réseaux sociaux. Alors, le deuxième portrait, celui de Mélodie, une autre jeune femme de 25 ans, mère célibataire de 2 enfants, bénéficiaire du RSA, arrivée il y a donc 1 an au moment de l'entretien dans l'une des maisons à logement social, arrivée de manière un peu impromptue et un peu en urgence parce qu'elle était justement dans une situation sociale difficile, et qui vit l'isolement rural comme une forme de captivité, avec difficulté d'insertion professionnelle à cause de l'éloignement des pôles d'emploi, des ressources locales qui limitent complètement son accès aux ressources, et y compris à la sociabilité.
Et elle est, donc, pour parler de son environnement numérique, c'est quelqu'un qui a des outils numériques à disposition, qui font partie de son quotidien. Elle a un ordinateur, des tablettes, des smartphones, notamment des tablettes qui ont pour vocation de l'aider dans l'accompagnement scolaire des enfants. Donc c'est pas quelqu'un qui est éloigné du numérique, mais néanmoins, ce qu'elle nous dit, c'est que le numérique ne lui apporte rien en termes de ressources pour pallier justement la faiblesse notamment de son réseau social et l'accès à tout un ensemble d'autres ressources. Et donc ces deux portraits un peu en contrepoint nous permettent de conclure que, finalement, que le numérique en milieu rural peut, dans certains cas, être le support de nouvelles sociabilités à distance, comme c'est le cas dans le premier portrait. Ça peut être aussi le numérique une condition possible qui permet de s'installer professionnellement en milieu rural. C'est aussi un outil qui est, ça je le développe uniquement en conclusion, un outil qui est utile pour s'ancrer localement en rendant visible tout ce qui existe localement, en permettant aussi de développer les ressources locales, puisque grâce au numérique, on peut coordonner des collectifs qui vont être le support de sociabilité locale. Donc ça permet d'augmenter les ressources disponibles localement et de les rendre plus visibles. Donc ça peut en effet élargir les possibles, mais en aucun cas ça ne signifie effectivement cette mort de la distance qui permettrait de résoudre les difficultés d'accès en termes social ou spatial aux ressources importantes pour s'insérer dans l'espace social. Je m'arrêterai là du coup, et si vous voulez retrouver sur ces deux terrains, il y a deux articles disponibles en ligne que vous pouvez lire si ces deux terrains vous intéressent. Voilà. Merci pour ce point de vue très ancré dans des réalités et qui échappe un peu au modèle. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Mais du coup, moi, ça m'a amené une question à laquelle je n'avais pas du tout pensé, qui est celle du télétravail, de laquelle on parle énormément en ce moment, notamment au CNRS. Moi, je me suis concerné où le télétravail va être mis en place et on nous demande de trouver des conditions. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce télétravail, finalement, qui s'appuie complètement sur l'existence de ces ressources? C'est une évolution sociale positive ou au contraire, ça va aller vers le renforcement du chez-soi et la coupure de l'ancrage social local, enfin la coupure avec le milieu du travail? Comment est-ce qu'on peut analyser cette évolution du travail en quelques mots? C'est une question difficile, mais avec quelques éléments de réponse alors c'est vrai qu'en ce moment il y a un gros débat, mais qui est lié à l'introduction d'une loi qui s'oriente plus qui est plus liée au télétravail au sein des organisations déjà existantes, donc pour les salariés en fait, et qui là effectivement pose des tas de questions en termes d'organisation, de la coordination entre les travailleurs d'une même organisation. Comment on fait pour échanger, continuer à se voir et en tout cas à échanger quand on n'est pas tous au même endroit au même moment. Mais ce sont des questions qui se posent en fait depuis longtemps et le télétravail dans ce genre d'organisation existe depuis très longtemps. Là, il s'agit de mettre des lois, d'aligner un peu les lois sur des usages, mais ce ne sont pas des questions finalement qui existent depuis au moins 20 ans en tout cas, puisqu'on sait que les gens télétravaillent. Alors tout dépend de la mesure du télétravail. Si on parle on sait qu'il y a un énorme pourcentage des gens qui télétravaillent de manière ponctuelle, c'est-à-dire qu'ils sont au bureau, mais en même temps ils travaillent aussi à la maison, ils travaillent en déplacement, et donc c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Par contre, l'autre question, c'est sur effectivement les travailleurs indépendants. Et là, il y a un phénomène de délocalisation. Alors, à la fois, ça pose tout un tas de questions, parce qu'il y a la question aussi de la fin du salariat, et de la possible atomisation en fait, des travailleurs qui s'inscrivent moins dans des collectifs. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment se recréer des collectifs, et notamment, ça peut être dans les territoires ruraux, où effectivement des centres de coworking ou des tiers-lieux se mettent en place pour rassembler en fait en un même lieu des gens qui travaillent de manière indépendante, donc qui ont eux-mêmes leurs propres interlocuteurs de travail, chacun indépendamment, mais qui ont besoin aussi de recréer des espaces collectifs, même si c'est pas autour d'un même travail, mais de lieux de socialisation. Et là-dessus, Internet, effectivement, permet des relocalisations du travail, permettant aussi
d'une meilleure adéquation entre les impératifs de travailler, d'avoir une activité professionnelle, et des aspirations à un mode de vie qui est aussi différent. Oui, c'est très juste. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle sur l'exposé de Margot? Alors moi j'ai une question peut-être pour vous quatre, en lien avec ce qu'on vient d'entendre. Alors le concours dans sa formulation, c'est le tourne vers Fiona, propose de recréer une vie de quartier autour d'un module technologique dans les communautés rurales ou les zones urbaines sensibles. Alors selon vous, comment on pourrait interpréter cette notion de vie de quartier? On n'a pas parlé tellement de cette vie de quartier, qui est pourtant une notion fondamentale des aspects territoriaux de la société. Donc comment on peut interpréter cette notion de vie de quartier à l'heure du numérique? Est-ce que le quartier se reforme sur l'espace virtuel? Est-ce qu'il au contraire se resserre? Est-ce qu'il se dissout? Enfin, qu'est-ce que vous pourriez en dire les uns et les autres de cette idée de vie de quartier à l'heure du numérique? Question un peu vache, mais... Non, mais alors, pour parler du monde social, moi j'ai plutôt l'impression qu'il y a alors dans les villes, je connais moins les territoires urbains, mais je pense qu'on le vit tous, on voit qu'il y a quand même plutôt une régénérescence de la vie de quartier, avec beaucoup d'initiatives de voisinage qui depuis une vingtaine d'années se développent, alors qu'on pourrait penser que finalement la capacité de se relier de manière instantanée à toute heure, que représente Internet... donc il y a un peu un truc contre-intuitif là, c'est-à-dire que dans le fond, la société dématérialisée génère un besoin d'échange et de proximité extrêmement fort, mais de la même façon que finalement tous les acteurs qui poussent des plateformes et qui, dans un premier temps, sont dans un fantasme qui vont tout pouvoir traiter à distance. Aujourd'hui, ils sont plutôt en train de regarder comment est-ce qu'ils peuvent réinvestir le terrain, pour pouvoir exister, tisser des liens, etc. Donc je pense qu'on est dans un phénomène évidemment nouveau où effectivement, donc on rêve toujours de la rupture qui va permettre de faire des tas d'économies, des tas d'autres choses. L'humain reste humain et lui va mettre un petit peu moins à changer. Alors peut-être qu'on parle il y a plein de, on imagine qu'il y a une nouvelle forme d'humain qui peut arriver. On n'en est pas encore là. Moi, je pense en fait qu'on est surtout face à des plateformes ou des dispositifs qui sont hybrides en fait. Et donc, le numérique va permettre à des gens qui se voient plus ou moins régulièrement dans l'espace physique de se rencontrer. Et j'ai un peu observé, je n'ai pas travaillé là-dessus, mais j'ai pas mal observé des groupes qu'on peut voir sur les réseaux sociaux tels que Facebook. Donc des groupes pas privés, mais en tout cas fermés, où il faut adhérer. Et j'avais travaillé sur un groupe à Marseille qui s'appelle Marseille à la loupe, et qui s'était donné comme objectif de suivre les 45 engagements de Jean-Claude Gaudin lors des dernières élections municipales. Et donc, au début, ils avaient quelques centaines, puis quelques milliers, et je crois qu'ils sont 20 000, en fait, à suivre, à commenter, à répondre à des sondages et à s'indigner lorsqu'il y a des travaux qui avancent pas assez rapidement ou lorsqu'il y a des privatisations de certaines choses. Et donc, c'est assez fascinant de voir que... en fonction des échelles, on peut avoir des petits collectifs de quartiers. Donc j'observe aussi d'autres choses dans mon ancien quartier parisien, où là, typiquement, c'est des gens qu'on retrouvait en partie dans le conseil de quartier, en fait, mais qui profitaient du groupe de Facebook, qui n'était pas le groupe officiel du conseil de quartier, pour discuter, dénoncer, s'indigner ou même polémiquer. Et donc, en fonction des échelles, on peut voir des groupes plus ou moins hybrides, mais je pense qu'on n'est pas sur que du numérique, qui serait déconnecté de tout territoire, quoi. Oui, je vais un petit peu. Alors, je suis pas du tout spécialiste, donc je vais pas avoir un avis informé par la recherche. Juste, moi j'ai une petite lampe qui s'allume dans mon cerveau. Déjà, dès qu'on me parle de nouveau. Et puis dès qu'on me parle d'effets justement de technologie, dès qu'on parle de nouveau, parce qu'en fait, alors je dis pas qu'il y a rien de nouveau, mais il y a des fois des choses qu'on dit nouvelles, et puis l'exemple que tu donnais des travailleurs indépendants, finalement le 19e siècle, tout le monde était travailleur indépendant, et donc qu'est-ce que ça a de nouveau, de moderne, vous voyez? Donc il y a des choses comme ça qui peuvent sembler, alors c'est pareil, moi je suis pas sociologue des milieux populaires,
maire et je ne suis pas sociologue des quartiers, mais quand je pense à ce que mon père me raconte de la cité où il a grandi en banlieue parisienne, il y avait toute une vie de quartier qui existait. Est-ce que c'est plus, moins qu'aujourd'hui? Je ne sais pas. En tout cas, c'était différent. Voilà, donc voilà, je suis toujours un peu... J'attends de voir quand on parle de nouveautés. Et deuxièmement, je disais les effets, parce que là aussi, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure dans mon intervention, mais on a une tendance à voir du déterminisme un peu partout. Bon, alors, c'est pas sur le sujet, mais je ne sais pas si vous vous souvenez des discours qu'on avait au moment du printemps arabe sur ces Facebook et les réseaux sociaux qui ont déclenché le printemps arabe. Bon, ce qui est sûr, c'est que quand il y a des phénomènes sociaux, ils empruntent un certain nombre de canaux qui sont à la disposition des gens, et le numérique est aujourd'hui à la disposition des gens. Et donc quand il y a des dynamiques sociales qui se mettent en place, quand il y a effectivement les gens qui, pour des raisons sans doute externes aux usages mêmes, ont envie de faire des choses avec leurs voisins, ça va passer par là. Voilà. Mais voilà, c'est plus... je partage les petites lampes qui s'allument dans mon cerveau plutôt qu'apporter une expertise sur ce sujet. Oui, non, juste pour dire qu'effectivement, ça, je crois qu'on observe un peu partout que le numérique peut servir à valoriser, et parfois à inverser l'image, d'ailleurs, de stigmate qui peut être lié à certains quartiers. Parfois, on a pu observer l'utilisation du numérique justement pour donner une autre image de certains quartiers, avec une volonté un peu, quelque chose d'un peu volontariste pour transformer et donc faire connaître. C'est ce que j'ai observé aussi dans la petite commune rurale. Là, c'est de faire connaître ce qui existe, de dire non, il n'y a pas rien chez nous. Alors, j'ai pas dit son nom parce qu'on respecte l'anonymat des personnes, donc je ne dis pas le nom de la commune, mais voilà, on observe qu'effectivement, il ne se passe pas rien chez nous, il se passe plein de choses, et qu'on a envie de faire voir, et de le faire voir au monde entier, si c'est possible, même s'il y a peu de chances que quelqu'un de Singapour regarde ce qui se passe dans cette petite commune rurale de Bretagne. Mais l'idée, c'est qu'effectivement, c'est quelque chose qui est valorisé, mais qui ne se fait que si effectivement il existe un réseau social, un réseau qui a une existence aussi en dehors du numérique. Merci beaucoup pour vos échanges et puis vos contributions. Je pense qui sont déjà, mais qui seront très utiles pour vos réflexions dans le cadre du concours. Fiona, tu veux conclure la journée, peut-être dire des choses pratiques sur le concours? Je voulais juste dire aux étudiants qui sont présents et ceux qui regarderont la vidéo sur Internet, donc il y a le site Minimouse qui est lié au site de la Cité de l'Architecture. Il y a un email, on répond aux mails. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions très précises, de répondre à ces questions. Ce qu'on a dit à Nantes, c'est qu'on attend de vous de proposer votre site avec ses problématiques et qui sont les personnes concernées. Donc vos projets sont ancrés vraiment sur des sites réels, c'est pas des sites fictionnels. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment que vous nous racontiez le scénario sur un site spécifique et les réponses de ce site. Voilà, donc on répondra aux questions Internet, et je vous souhaite beaucoup de plaisir à participer au concours, parce que je pense que, et d'engagement, parce que je pense que c'est un sujet qui est extrêmement important, et on attend vraiment les réponses innovantes de votre génération. Donc je vous remercie beaucoup et merci d'avoir passé l'après-midi avec nous.